C'est parti, donc bienvenue à toutes et tous à cette séance de formation à l'OCGE, à l'espace collaboratif. Donc dans un premier temps, lors de notre séance, nous allons nous intéresser à la donnée OCGE pour la découvrir plus en détail et savoir quelles sont les classes qui sont cartographiées dans la donnée, mais aussi de voir comment cette donnée a été produite, notamment en se basant sur des processus automatisés par l'intelligence artificielle. Et puis nous verrons également quelques notions spécifiques à la donnée, telles que la zone construite, et puis on finira avec les zones d'intérêt, les seuils d'intérêt, pardon, qui définissent les seuils à partir desquels on prend en compte les objets cartographiés dans la donnée. Puis pour la seconde partie, donc on s'intéressera à l'outil de remontée des signalements avec une présentation rapide donc du plugin QGIS de l'espace collaboratif, et puis on fera un premier test de signalement sur le département de l'Hérault. Et puis à la fin, on laissera un temps d'échange pour ceux et celles qui ont des questions. Euh, Puis voilà. Donc pour la donnée au CGE, concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc il s'agit d'une base de données cartographique qui décrit le territoire sous deux dimensions. D'une part, nous avons la couverture du sol qui affiche, qui distingue les différents objets tels que les zones bâties, les zones non bâties, les surfaces en eau, voire les zones arborées ou herbacées. Et d'autre part, on va afficher une seconde information qui, elle, va porter sur l'usage du sol ou bien la fonction de cette partition du territoire ou de terrain qui va s'intéresser donc plus à la dimension fonction de notre parcelle. Et donc, on va pouvoir différencier entre les zones industrielles, d'habitation, agricoles, etc. Donc, concrètement, qu'est-ce que la couverture du sol dans l'OCGE? C'est qu'est-ce qu'on voit sur l'image. Donc, ça peut être tout simplement tout ce qui peut être distingué par un photo-interprète, par exemple, en termes de zone bâtie ou zone arborée, voire zone en surface en eau. Et par la suite, pour l'usage, ça va être sur ces mêmes objets, une deuxième question qui va porter sur la fonction ou bien le fait de répondre à la question à quoi ça sert cette partition de terrain. Donc, pour donner un exemple sur la cartographie d'une zone ou d'une emprise aéroportuaire, on va dans un premier temps donc, distinguer entre les différentes classes de couverture du sol, telles que les zones non bâties, les zones bâties, par exemple, qui concernera l'aérogare, ensuite les surfaces enherbées, voire les surfaces arborées, qui vont avoir une couverture particulière. Et par la suite, au sein de toute l'emprise aéroportuaire, on va attribuer un seul poste d'usage du sol qui va être classé en transport aérien. Donc toute l'emprise peut être distinguée par une seule information ou une seule couleur donc, sur la cartographie qui va correspondre à l'usage aérien. Donc voici un exemple encore plus concret sur l'aéroport de Auch avec l'ensemble des objets de couverture du sol cartographiés autour de cette zone, en commençant déjà par les zones bâties, les zones non bâties, puis les surfaces en eau qui sont en bleu et les peuplements de feuillus de conifères qui sont en vert foncé et les formations herbacées qui sont en vert clair. Par la suite, au sein de ces mêmes zones, on va pouvoir afficher une seconde information qui va porter sur la fonction du sol. Donc, on va remarquer que pour toutes les zones herbacées cartographiées en termes de couverture du sol vont avoir, par exemple, dans le cas où il s'agit de parcelles agricoles, on va attribuer l'usage agriculture dans le CSGE. Par la suite, sur certaines zones bâties, on peut afficher, par exemple, un usage soit secondaire, tertiaire ou résidentiel, voire dans le cas où on a deux usages qui sont représentatifs sur la zone, on va pouvoir afficher l'usage mixte qui peut combiner entre minimum deux usages différents.
Par la suite, comme on peut le remarquer au milieu de la carto, c'est que toute l'emprise aéroportuaire est colorée avec une même couleur correspondant à l'usage réseau aérien. Donc ce qui rend la vérification visuelle encore plus simple en termes d'identification des zones homogènes en termes d'usage ou bien tout simplement de zones d'intérêt. Alors, en ce qui concerne la nomenclature, donc on est sur un modèle emboîté et qui donc regroupe plusieurs classes en fonction de leur appartenance à une classe mère ou une classe supérieure, commençant par la dimension couverture du sol. On va par exemple distinguer dans un premier temps entre les sols avec végétation et les sols sans végétation. Et puis au sein de chaque classe mère, on va distinguer euh, ces classes en fonction de leur nature, par exemple anthropisée ou naturelle, etc., jusqu'à arriver aux zones, au dernier poste, donc les plus détaillés dans le CSGE, qui vont être sur un quatrième niveau sur la dimension couverture du sol et jusqu'à arriver à un troisième niveau pour la dimension usage. Commençant par la dimension usage du sol. Donc, on va remarquer que plusieurs usages sont regroupés selon donc, une catégorie correspond à la production primaire. Donc, on va distinguer entre les activités agricoles, des activités sylvicoles, de celles de l'extraction, etc. Et puis, pour les autres types de production, par exemple secondaire, tertiaire ou résidentielle, on va essayer de les détailler au mieux, c'est-à-dire ce qu'on voit donc à droite de l'image, c'est que avant l'OCGE qui était produit de manière classique, on gardait toujours un seul poste qui réunit les trois classes d'usage, secondaire, tertiaire et résidentielle. Aujourd'hui, avec l'OCGE nouvelle génération, on- nous détaillerons ces classes au mieux dans la mesure du possible tout en gardant la possibilité de cartographier les zones mixtes avec un usage 2, 3, 5, autrement appelé usage mixte. Toujours avec la dimension usage, donc pour les transports, pour les réseaux de transport, on va donc garder donc une grande classe pour tous les réseaux de transport logistique et réseaux d'utilité publique. Et puis pour la partie transport, on distinguera entre le transport routier, ferré, aérien et voies navigables, etc. Et puis en gardant toujours la possibilité de regrouper ces usages-là avec une nomenclature emboîtée. Et puis à la fin, on aura une classe qui regroupera l'ensemble des classes d'usage du sol qui n'ont pas été identifiées dans les toutes premières classes, telles que les zones en transition, les zones abandonnées, etc., qui feront partie d'un autre groupe, mais qui sont tout à fait euh, différenciables dans la donnée. Par la suite, pour la dimension couverture du sol, on va remarquer que euh, le tout premier poste ou la toute première classe mère de la dimension couverture va concerner l'ensemble des zones qui ne contiennent pas de végétation, qui ne sont pas recouvertes par de la végétation. Et par la suite, nous remarquerons deux classes principales dans cette classe, avec euh, une qui correspond à toutes les surfaces caractérisées par des activités anthropiques, telles que les zones imperméables, des routes recouvertes par du bitume, des zones bâties, etc. Et puis pour les autres surfaces qui ne sont pas recouvertes par de la végétation, on va avoir trois classes différentes qui sont réparties sur les sols nus, les surfaces d'eau et les névés et glaciers. Pour la deuxième grande classe qui correspond donc à toutes les zones avec végétation, donc que ce soit haute ou basse, on va
distinguer donc dans un premier temps la végétation ligneuse de la végétation non ligneuse à partir d'un certain seuil, de hauteur pour, pour cartographier les zones à végétation ligneuse en fonction de leur a appartenance à une espèce d'arbre, par exemple. Entre feuillus et conifères, on va avoir 2 classes différentes et en gardant toujours la possibilité pour certaines zones qui seraient caractérisées d'un, d'un mixte ou un mélange assez équilibré en termes de conifères et de feuillus pour afficher une classe, de couverture du sol avec un peuplement mixte. Donc et ensuite à la fin pour la classe végétation non ligneuse, on aura, 2 classes principales avec une classe qui va être, plus représentatif en termes d'usage de végétation non ligneuse qui correspond, elle, aux formations herbacées. Alors, en ce qui concerne la méthode de production, donc nous avons plusieurs étapes. La première consiste à passer par un processus raster qui permet donc dans un premier temps de recueillir des informations sur, à partir des images aériennes et d'autres données annexes pour produire des annotations. Donc ce sont des segmentations, du terrain au sein desquelles les photo-interprètes vont saisir une information sur la couverture du sol pour dire que, heu, au à l'intérieur de ce polygone, j'ai un bâtiment, voire une surface d'eau ou des arbres et cetera. Par la suite, on intègre ces annotations dans notre modèle pour, hem le combiner à d'autres données ou jeux de données, pour, apprendre notre modèle à détecter de la couverture du sol de manière automatique. Donc à cela, donc on ajoute pardon, j'ai perdu l'écran. Voilà, je reprends. Donc on va combiner ces données en commençant par les annotations et les prises de vue aériennes avec les données, infrarouges, modèles numériques de surface et de terrain qui vont nous permettre donc d'avoir des éléments clés qui nous permettent de distinguer entre les différents objets qui pourraient être cartographiés, tels que la hauteur des objets qui vont nous indiquer ou nous donner une information clé sur les objets qui sont élevés du sol. Ensuite, on va générer notre première carte de prédiction, donc grâce à l'inférence de notre modèle pour, avoir un premier résultat sous forme de carte raster, donc qui est sous forme, d'image affichant des informations au sein de chaque pixel. Donc chaque pixel aura une probabilité que ça soit telle ou telle classe. Par la suite, on fera une sélection sur ces probabilités pour ne prendre que la classe ayant la plus importante valeur. Par la suite, on vectorise notre carte de prédiction raster pour la rendre au format vecteur. Donc à ce stade, on aura donc une information ou bien on aura une idée générale sur la couverture du sol qui compose notre territoire. Par la suite, on va pouvoir croiser cette donnée vecteur, donc de prédiction vecteur, qui, je le rappelle, ne contient que la dimension couverture du sol pour Heu, pouvoir donc à la fois confirmer certaines informations en termes de couverture, mais aussi apporter, heu heu, l'information donc apporter des informations, nécessaires pour la constitution de la base de données OCGE en termes d'usage du sol. Donc on va croiser cette carte de prédiction avec le registre parcellaire graphique, la base de données forêt, la baie des topos et également les fichiers fonciers. Donc il va nous permettre de repérer toutes les zones ayant un usage secondaire, tertiaire ou résidentiel. Par la suite, on va donc prendre en compte certaines spécifications de l'OCJE
pour, produire une première version, de la donnée en prenant en compte, les différents seuils de saisie, par exemple. Prenons l'exemple d'un bâtiment qui fait moins de 50 mètres carrés. Le fait d'avoir appliqué ce seuil de 50 mètres carrés, tous les bâtiments qui font moins de 50 mètres carrés sur notre carte de prédiction vecteur ne va pas apparaître dans l'OCGE. Par la suite, on verra qu'il y a d'autres seuils de saisie aussi, donc que ce soit surfacique ou de largeur. On va prendre en compte donc, certaines règles pour représenter les objets en fonction donc, du descriptif de contenu de l'OCGE. Donc, à ce stade, on a une donnée produite automatiquement, donc qui ressemble à ce que c'est l'OCGE aujourd'hui, sauf qu'à cette étape-là, on n'a pas encore effectué de vérification sur la donnée, donc on n'a pas encore d'intervention humaine sur, concrète sur la donnée elle-même. Donc, après avoir généré cette donnée dite OCG automatique, on l'a fait passer à des photo-interprètes qui, pendant une période environ de 2 mois, vont vérifier et corriger les informations affichées dans l'OCGE pour avoir une version finale. Donc, si je fais un récap sur le processus de production avec une vue globale, nous verrons que après avoir produit des annotations et créé le modèle, on aura des cartes de prédiction qui affichent la couverture du sol à une échelle très très fine, donc qui est supérieure à celle de l'OCGE. Par la suite, suite à un croisement avec d'autres bases de données, on prend en compte certaines spécifications de l'OCGE pour en produire une version automatique. Par la suite, nous aurons donc une seconde version qui sort du processus de photo-interprétation. Et par la suite, on met à disposition ces données-là aux utilisateurs pour qu'ils puissent vérifier de leur côté et remonter des signalements sur les informations de couverture ou d'usage du sol qu'ils pourraient rencontrer sur la donnée. Et par la suite, donc, on récupère ces signalements, puis on les vérifie, on les contrôle pour les intégrer dans une version finalisée de la donnée. Alors, on va passer à la zone construite. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est la zone construite de l'OCGE? Première chose à savoir, c'est qu'elle n'a pas de valeur réglementaire. Elle est produite, essentiellement dans le cadre de la production de l'OCGE et notamment de la différenciation entre les différents seuils de prise en compte, mais aussi elle sert à identifier, de manière générale les zones bâties ou la zone urbanisée. Et puis sur ces données, on pourra faire certains traitements géométriques ou cartographiques pour identifier, par exemple, les zones creuses, les dents creuses autour de notre zone urbanisée. Et donc, qu'est-ce que c'est concrètement la zone construite? C'est la combinaison des zones bâties euh, à des polygones adjacents qui vont avoir un certain usage, tels que les usages secondaires, tertiaires et résidentiels, voire routiers, et auxquels on ajoute les routes, donc que l'on découpe à 20 mètres pour éviter d'avoir des extensions très longues. Donc, après avoir produit cette zone construite, on la met à disposition également lors de la diffusion des données au CGE. On verra vers la fin à quoi peut servir également cette zone construite. C'est que pour les seuils minimum d'intérêt, on va remarquer que la différenciation entre les seuils de surface va dépendre de la situation des polygones ou de la localisation des polygones vis-à-vis de cette zone construite, pardon. Donc, hormis le cas spécifique des zones bâties,
On va donc cartographier les bâtiments à partir du moment où elles font au moins 50 mètres carrés. Par la suite, on va s'intéresser aux autres objets donc en dehors du bâti pour les cartographier selon 2 seuils. Le premier est de 500 mètres carrés dans le cas où le polygone se situe à l'intérieur de la zone construite. Pour les autres objets se situant à l'extérieur de la zone construite, ce seuil va s'élever à 2500 mètres carrés. En ce qui concerne les seuils de largeur, on va être à 5 mètres de largeur minimum pour les routes et tout ce qui est réseau ferré hydrographique. Ce qui fait que les routes qui font moins de 5 mètres sur l'image aérienne, par exemple, ne vont pas être cartographiées dans le CSGE. Autre chose, donc pour les autres objets en dehors de ces 3 catégories, donc réseau routier, ferré, hydrographique, on va avoir un seuil de 10 mètres de largeur. C'est-à-dire, par exemple, pour des zones agricoles ou des bâtiments, tout simplement, qui vont avoir une largeur minimum, enfin inférieure à 10 mètres, ils ne vont pas être cartographiés tels quels. Et puis, on a une exception pour les zones sylvicoles qui vont être cartographiées avec 2 seuils différents. Le seuil de largeur qui va être de 20 mètres et un seuil de surface minimum qui va être, lui, de 5000 mètres carrés. Donc concrètement, pour les seuils de saisie, on va être sur 2 cas différents en fonction de la situation des objets vis-à-vis de la zone construite. Ensuite, comme on voyait ici donc pour le bâtiment qu'on aura donc une différence entre la, le seuil minimum d'intérêt et puis de représentation. Pour le bâtiment, donc, ce seuil est de 50 mètres carrés. Cela dit, tous les bâtiments qui font au moins 50 mètres carrés vont être cartographiés. Sauf que dans la donnée finale, ils ils ne vont pas apparaître tels quels s'ils font entre 50 et 200 mètres carrés. Cela dit, le principe de généralisation des zones bâties euh, permet donc de gonfler ou de généraliser les zones bâties pour les amener à 200 mètres carrés dans le cas où leur surface se situe entre 50 et 200. Vous pouvez voir la différence entre les bâtiments qui sont déjà détectés et puis les bâtiments qui sont représentés dans l'OCGE. Qu'est-ce qu'on va remarquer encore? C'est que les bâtiments qui sont proches l'un de l'autre de moins de 10 mètres vont être fusionnés dans l'OCGE. Une autre règle permet également de généraliser ces zones bâties pour, euh, pour qu'elles puissent atteindre le réseau routier dans le cas où elles se situent à moins de 10 mètres, à moins de 10 mètres du réseau routier. Donc, deux principales règles à retenir, c'est que la première consiste à gonfler les zones bâties qui font entre 50 et 200 pour les amener à 200 minimum. Et la deuxième, c'est le principe des 10 mètres de distance. C'est que tous les bâtiments qui se situent à moins de 10 mètres l'un de l'autre ou bien vis-à-vis d'une route, ils vont être généralisés. Ce qui fait que dans la donnée finale, on aura une représentation plus générale du bâti, mais ce qui permet aussi d'optimiser l'utilisation de la base et de réduire significativement le nombre d'objets de zones bâties, mais aussi de faciliter son utilisation et de la rendre plus optimale. Alors, en ce qui concerne le descriptif de contenu, il est disponible sur le site Géoservice de l'hygiène, que je pourrais également vous transmettre lors de l'envoi des données et du lancement de la boucle de correction. Euh, donc, dans ce descriptif de contenu, vous aurez toutes les informations nécessaires et détaillées sur les différentes classes de couverture et d'usage du sol, mais aussi d'autres notions particulières à la zone construite ou au seuil minimum d'intérêt et de saisie.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première partie? Oui, Monsieur Boré? Oui, j'ai une question sur la boucle de correction. Du coup, c'est ouvert à, à toutes les structures du territoire. Comment vous gérez l'hétérogénéité? J'ai vu que sur le département du Gard, il y avait des gros trous dans la raquette. Euh, Est-ce que l'hygiène réalise un contrôle sur les zones blanches, on va dire? C'est-à-dire les zones blanches, là où il y a pas eu, on n'a pas eu Oui, de signalement ou oui, là où il n'y a pas eu de signalement, il y a toute une partie sur le du Gard, je crois que c'est au nord-est, et Mhm. sur la partie à la frange des Cévennes où il n'y a pas eu de signalement. Est-ce qu'il y a quand même un contrôle qui est réalisé par l'hygiène? Alors, le contrôle qui se fait en parallèle de cette boucle de correction, il concerne la donnée de manière exhaustive. Donc, il concerne l'ensemble de la donnée sur tout le territoire. Donc, qui va être plus focalisé donc, sur une recette technique qui consiste à vérifier donc, la fiabilité de la donnée en termes des informations affichées. Donc, nous avons plusieurs tests de contrôle automatique sur beaucoup de notions par exemple, de seuil minimum d'intérêt, etc., mais aussi un contrôle visuel sur les informations affichées avec un tirage aléatoire sur l'ensemble des classes cartographiées, donc sur toutes les classes de couverture et toutes les classes du sol, d'usage du sol, pardon. Il me semble que le nombre s'élève à peu près 30 objets aléatoires par classe, ce qui permet d'effectuer des statistiques et puis de vérifier que les seuils de qualité de l'OCGE sont atteints dans cette donnée. Donc, la question de vérification bien de signalement pour les utilisateurs se fait vraiment en parallèle de cette correction et tout simplement les, euh, les signalements qui sont saisis par les utilisateurs locaux vont être récupérés à la fin et puis donc être vérifiés et contrôlés donc vraiment de manière indépendante de la recette qui se fait sur la donnée. Et puis par la suite, donc peu importe les retours, enfin le nombre de retours qu'il peut y avoir sur un département, l'IGN euh, fait un retour en fait au prestataire donc qui a fait la faute d'interprétation sur la donnée en veillant que les seuils minimums de saisie, enfin plutôt les seuils de qualité de l'OCGE sont atteints, qui sont de 95 et de 85% en fonction de la confusion entre les classes. Et dans le cas où ces seuils ne sont pas atteints, peu importe les retours ou bien l'apport que peut avoir les signalements des utilisateurs locaux, la recette ne sera pas validée. Donc, le prestataire sera obligé de reprendre certaines zones et de les corriger avant l'intégration des retours finaux des utilisateurs. Donc, c'est vraiment une étape supplémentaire qui permet encore de renforcer ou d'augmenter la qualité de la donnée euh, par les utilisateurs. Ok, merci. Est-ce que ça a été clair sur cette première partie, notamment avec les différentes classes de couverture et d'usage du sol? Est-ce que vous avez des questions particulières? Ok, très bien. Alors, je vais vous mettre un lien dans la conversation pour que vous puissiez récupérer les données automatiques de l'OCSJE. Alors, juste pour vous faire un petit rappel, je vais vous faire un petit rappel du calendrier, mais avant ça, je préfère euh, que chacun d'entre vous lance le téléchargement des données automatiques en attendant.
Et donc, alors je vais ouvrir mon calendrier. Donc là, pour l'instant, les données, photo-interprétées à 100 sont prévues d'être livrées, début janvier. Donc, ce qui laissera justement, le temps de revenir des congés pour entamer la boucle de correction, qui va se faire pendant 3 voire 4 semaines. Donc, là, on attend juste le retour de nos équipes pour que l'on puisse valider enfin, la période de, mmh, des signalements. Et donc, dès qu'on a la donnée à partir, il me semble, du 4 janvier, si ma mémoire est bonne, on fera donc, enfin, on enverra les données avec l'ensemble des éléments nécessaires pour, lancer la boucle de correction. Et puis, on demandera donc, à tous les utilisateurs qui le souhaitent de remonter les signalements hem, qu'ils auraient constatés sur la donnée. Et puis par la suite, on récupérera ces signalements pour les intégrer dans une version stabilisée du premier millésime et puis on entamera la production du second millésime, donc il va être, celui de 2018. Par la suite, on lancera, la deuxième boucle de correction de la même manière que pour la première. Alors je vais vous demander de lancer votre QGIS pour que l'on puisse, jeter un coup d'œil sur le plugin QGIS Espace Collaboratif. Puis j'aurais juste une question à vous poser. Est-ce que vous avez bien tous, pu rejoindre le groupe Espasco, hem, qui s'appelle OCSGE, je vous dis ça, OCSGE 30, 34 et 48. Donc je vais ouvrir un nouveau projet. Donc ce serait au sein de ce guichet, voilà. OK, très bien. Donc si vous n'avez pas encore, de compte sur l'espace collaboratif, je vous invite à envoyer une demande sur ce groupe-là et par la suite, pour, l'installation du plugin, je vais faire un petit rappel peut-être, si vous avez eu des soucis d'installation. Donc la première chose que je recommande de faire sur QGIS, c'est d'enregistrer le projet, sur, votre ordinateur. Donc je vais l'appeler OCS Espasco 34. Voilà. Donc après avoir enregistré le projet QGIS, je vais, hem, me rendre sur la page plugin QGIS, donc qui est celle-ci. Alors j'aurai deux possibilités pour l'installer. Donc la première est de récupérer juste le plugin, du coup juste le lien XML qui se trouve ici. Je vous mettrai également dans le chat. Par la suite, donc je vais aller dans extensions et puis installer, gérer les extensions. Par la suite, donc dans les paramètres d'extension, tout en bas ici, je vais ajouter un nouveau dépôt d'extension. Donc dans la partie dépôt d'extension, je vais ajouter un nouveau dépôt.
Donc en cliquant sur ajouter, je peux l'appeler, espace collaboratif ou espace co-IGN et je remplace l'URL par celui-ci et je clique sur OK. Par la suite, je remarque donc qu'une, nouvelle ligne vient s'ajouter dans mon dépôt d'extension et donc en voyant que le statut est bien, heu, en vert, donc ce qui me permettra de le récupérer dans l'onglet «Toute extension» en tapant espace collaboratif IGN. Donc après l'avoir identifié, il suffit juste de le sélectionner puis d'installer et l'installation se fera automatiquement dans Cuis. Par la suite, il faudra bien sélectionner, cocher cette case blanche, qui est juste à gauche, tout à gauche, de notre ligne, ce qui nous permettra donc d'afficher toutes les icônes, de l'espace collaboratif dans le menu de tâches. Par la suite, donc l'autre méthode de le faire, c'est de récupérer un plugin, plutôt un fichier zip du plugin, en le téléchargeant par exemple, directement d'ici. Je je travaille généralement avec la version 4.1.2, mais il est possible d'utiliser d'autres versions. Alors donc après avoir téléchargé cette version, donc je vous envoie également ce lien. Après avoir téléchargé le fichier zip, je peux donc revenir dans mes paramètres d'extension et cliquer sur «Installer depuis un zip». Donc si la première méthode n'a pas marché, je peux l'installer depuis un zip. En cliquant sur les 3 petits points, je sélectionne mon fichier, puis j'installe le plugin. Est-ce que ça va jusque-là? OK, très bien. Donc pour l'instant, hem, on est à la toute première étape d'installation du plugin et avant donc de récupérer les ressources qui sont disponibles, on va s'intéresser à, à notre compte, hem, avec lequel nous sommes membres du groupe OCGE 30, 34 et 48. Donc la toute première chose que je vous recommande de faire est de n'utiliser qu'un seul, bouton parmi tous ceux qui sont affichés, sur l'écran, qui est sous forme d'un nuage bleu avec une flèche blanche vers le bas et qui s'appelle «Charger les couches de mon groupe». En cliquant sur ce bouton, vous aurez donc une fenêtre qui vous demande, de renseigner vos coordonnées pour vous connecter à votre compte espace collaboratif. Donc je vais mettre mes coordonnées, donc login et mot de passe que j'ai utilisé pour, ouvrir mon compte espace collaboratif. Par la suite, donc en cliquant sur connecter, j'aurai une fenêtre qui me demande de sélectionner les groupes. Alors, comme je fais partie de plusieurs groupes, il faudra que je les sélectionne. Si vous ne faites partie, que d'un seul groupe, dans ce cas-là, vous aurez, forcément ce groupe d'affiché, par défaut. Donc en cliquant sur continuer, alors si tout se passe bien, vous aurez normalement une fenêtre qui vous indique que la connexion est réussie à l'espace collaboratif. Alors si vous avez un problème de proxy et il se peut que le, votre
Donc le proxy empêche en fait la connexion au serveur de l'espace collaboratif. Dans ce cas-là, je vous recommande de renseigner votre adresse proxy ici, donc sous forme d'une adresse suivie de 2 points, puis de la clé de votre proxy, puis cliquez sur enregistrer. Une fois c'est fait, vous aurez donc la possibilité de vous connecter à l'espace collaboratif. En saisissant vos coordonnées, donc vous aurez accès à cette page du guichet qui vous permet de récupérer la couche signalement couverture usage 2021, mais aussi la prise de vue aérienne qui est disponible. Donc je coche les 2 cases ici pour les charger, puis je clique sur enregistrer. Donc pas besoin de choisir une zone de travail pour l'instant. Et là, je remarque qu'il y a un nouveau groupe qui s'affiche, qui se crée directement dans QGIS, au sein duquel donc j'aurai accès à toute la base signalement, mais aussi à l'ortho 2021. Donc, ce que je vous recommande de faire par la suite, maintenant, c'est d'importer les couches. Alors, n'hésitez pas à enregistrer votre projet QGIS de temps en temps pour éviter d'avoir des surprises parfois. Et donc, pour l'instant, la seule chose qu'il nous reste à faire pour travailler sur les signalements, c'est d'importer les données au CSGE. Alors, pour votre information, la donnée qui vous a été envoyée correspond à la version automatique de la donnée, donc qui n'est pas encore faute interprétée. Je vous recommande de l'utiliser uniquement pour, pour cette phase de test. Puis par la suite, dès que les données fautes interprétées et corrigées sont disponibles, on vous enverra ça début janvier pour que vous puissiez faire vos vérifications sur la donnée finale. Donc maintenant, je vais récupérer la donnée au CGE 34. Donc je peux faire glisser directement le fichier shape dans le projet QGIS, ou bien tout simplement passer par ajouter une couche, donc couche, ajouter une couche vecteur. Puis dans la partie source, je sélectionne le fichier shape de ma donnée au CSGE 34. Par la suite, donc là, je vais zoomer sur la donnée. Et avant de commencer à travailler, donc je vous recommande de faire, de renommer dans un premier temps, ou avant de dupliquer votre couche pour pouvoir travailler avec 2 couches différentes si vous le souhaitez, et appliquer 2 symbologies différentes, l'une sur la couverture et l'autre sur l'usage du sol. Donc, alors la couche, Damien, vous parlez de la couche au CSGE. Elle a été envoyée via un lien Swiss Transfer que je vous remettrai dans la conversation. Voilà, donc avant d'appliquer la symbologie, je vous propose donc de dupliquer cette couche au CSGE, puis la renommer. Là, je vais mettre couverture du sol. Et là, je mets usage du sol, USCS. OK, par la suite, donc là, je vais commencer, par exemple, par la couche usage du sol.
Vous remarquerez que dans le lien de téléchargement, vous avez la couche OCSGE, avec deux fichiers de style correspondant à la couverture et à l'usage du sol. Donc, pour appliquer mon fichier de style, soit je fais un double clic ou bien un clic droit sur la couche, ma première couche, usage du sol. Et par la suite, dans symbologie, tout en bas de la fenêtre, donc j'ai le bouton style qui me permet de charger le style déjà prédéfini. Donc, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'affiche, qui s'appelle gestionnaire de style, avec un fichier parcourir. Donc, je vais sélectionner par exemple usage, donc dans un premier temps usage pour la couche que j'ai appelée US, et puis je clique sur charger le style. Donc là, je remarque que l'ensemble des classes d'usage du sol sont affichées. Avant cela, je peux, je peux vérifier que la valeur qui est sélectionnée correspond bien à l'usage et ensuite cliquer sur OK pour que la symbologie soit appliquée sur la donnée. Si je zoome un peu, je remarquerai donc qu'il y a une certaine transparence sur la donnée et puis je remarquerai également qu'il y a des étiquettes qui sont affichées par défaut. Et par la suite, donc il se peut que certaines zones ne soient pas bien, renseignées car, il manquait des informations, hem, ce qui peut être normal sur la donnée automatique car certains polygones peuvent manquer d'informations, mais, ce qui va être, corrigé pour la donnée finale et par la suite, donc maintenant on va appliquer notre, symbologie pour la couche de couverture du sol. Donc je refais la même chose, donc dans symbologie, style, charger le style. J'applique mon fichier de style pour la couverture. Je clique sur charger le style. OK. Et donc là, les polygones sont bien colorés par les couleurs de la couverture du sol. Je peux déplier cette couche pour visualiser l'ensemble des classes de couverture du sol. Est-ce que ça va jusque-là? OK, vous me dites si vous voulez que je refasse une manip. En tout cas, pour l'instant, donc, on a préparé tous les éléments, nécessaires pour notre vérification de la donnée, en commençant donc par la prise de vue aérienne pour le fond de plan, la base de données signalement, donc qui est une base de données, connectée au serveur, espace collaboratif, au sein de laquelle nous allons saisir des points et qui vont, qui pourront être visualisés par d'autres utilisateurs, ce qui permet aussi de travailler de manière collaborative sur la donnée, sur la base. Ensuite, notre, couche OCSGE, donc je rappelle que cette couche est la même, sauf que la symbologie est appliquée sur 2 informations ou dimensions différentes. Si je souhaite, par exemple, travailler, sur la dimension couverture, je peux afficher que, je peux n'afficher que celle-ci. Alors si je souhaite par exemple afficher les étiquettes sur la classe couverture du sol, donc là je vais faire un clic droit, ensuite dans propriétés, étiquettes. OK, donc pour afficher l'Ortho Express, je refais. Donc, dans le, bouton qui s'appelle «Charger les couches de mon groupe», du plugin espace collaboratif, j'aurai 2 données mises à disposition. La base de données signalement, donc qui est une, couche,
vectorielle ponctuelle qui permet donc de recueillir les points. Et puis la deuxième, c'est le fond géoportail qui me permet donc de récupérer le flux de l'image aérienne 2021. En cliquant sur OK, il m'ajoutera une nouvelle couche ou une nouvelle donnée sur QGIS. Et par la suite, n'hésitez pas à la remettre tout en dessous de la liste pour bien la mettre en fond de plan. Parfait. OK, donc maintenant, par exemple, si je souhaite afficher les étiquettes sur la donnée couverture, je vais donc dans les propriétés de la couche, je vais dans étiquette. Par la suite, je sélectionne étiquette simple pour afficher l'information que je souhaite, que ce soit couverture ou usage. Et là, on va remarquer que par défaut, il y a une formule qui combine les deux informations avec couverture et un saut de ligne, puis usage. Mais si je souhaite, par exemple, afficher que la couverture du sol, je peux afficher ma liste et sélectionner couverture, qui est là. Si je souhaite garder les deux, donc la formule est la suivante, couverture, saut de ligne, usage. Ensuite, je clique sur OK. Et donc là, je peux modifier, par exemple, la police du texte en utilisant, par exemple, un autre fond. Et puis, ajouter peut-être un tampon, etc. Voilà. Je peux réduire la taille aussi. Voilà. Par la suite, donc, je peux commencer à effectuer ma vérification. Si je m'intéresse, par exemple, aux zones bâties, ce que je peux faire, c'est donc de désélectionner ou de ne garder que les zones bâties en faisant donc un clic droit sur les classes qui sont ici et je peux cliquer sur masquer tous les items. Donc là, il va tout démasquer et par la suite, je peux sélectionner les zones bâties pour visualiser ces dernières sur mon territoire. Par la suite, je peux effectuer ma vérification et voir est-ce que par exemple, des zones bâties supérieures à 50 mètres carrés sont absentes. Ne sont pas recouvertes, par exemple, par le rouge, et ainsi de suite. Donc là, je peux faire un petit tour rapide. Mais je remarque que généralement, les bâtiments sont bien représentés, et ainsi de suite. Alors, si j'ai un doute, par exemple, sur une zone bâtie, que je souhaite vérifier l'information, je peux utiliser la mesure d'air pour vérifier l'air de la zone bâtie, etc. Alors maintenant, on va s'intéresser peut-être à l'usage, car pour votre information, globalement, les signalements que l'on reçoit lors des boucles de correction concernent très majoritairement la dimension usage du sol. Aujourd'hui, on est à 9 signalements sur 10 qui concernent cette dimension. Donc, si je souhaite, par exemple, m'intéresser aux zones agricoles, je vais pouvoir, donc, dans un premier temps, donc, en faisant clic droit sur cette liste, puis masquer tous les items et sélectionner la dimension ou la classe agriculture. Je peux vérifier sur les zones que je connais, par exemple, et puis je m'intéresse aux zones qui ne sont pas forcément cartographiées comme étant agricoles pour voir un peu à quoi, de quel usage elles sont couvertes, et ainsi de suite. Alors, pour l'instant, les informations qui sont affichées ne correspondent pas à une version finale, donc je vous propose de faire les vérifications effectives sur la donnée qui va être livrée en janvier. Mais pour faire des premiers tests, nous pouvons commencer à saisir des points quelque part dans la donnée
pour vérifier le bon fonctionnement de notre base. Donc si je souhaite, par exemple, signaler une zone, par exemple ici, une zone qui devrait être considérée comme zone agricole, première chose à faire, donc je vous recommande toujours donc de remonter la couche signalement tout au-dessus de la donnée pour pour que les points puissent apparaître, les nouveaux points qui vont être saisis puissent apparaître. Et puis saisir le point en suivant cette méthode. Donc première chose, c'est de sélectionner la couche signalement, couverture usage 2021, puis activer le mode édition en cliquant sur le crayon jaune, basculer en mode édition, ou tout simplement avec un clic droit, puis basculer en mode édition. Par la suite, donc juste à droite du crayon, vous aurez les 3 petits points verts qui vous permettent d'ajouter une entité ponctuelle sur la carte. Donc je clique sur ce bouton, puis je viens me pointer sur le polygone OCSGE. Donc il faudra bien mettre le point à l'intérieur du polygone, sachant que tout point saisi dans le polygone doit correspondre à la couverture ou à l'usage dominant de ce polygone-là. Donc si je juge que la majorité de l'usage de ce polygone concerne un usage agricole, je peux, par exemple, ajouter un point, donc au clic, puis j'aurai une fenêtre qui s'affiche, qui me demande de renseigner des informations. Donc première chose que je vous recommande de faire, c'est de renseigner votre nom et puis de sélectionner l'usage que vous voulez apporter. Donc l'usage de base, par exemple ici, il était inconnu. Et par la suite, ce que je vais faire maintenant, c'est de dire ou de signaler ce polygone comme étant un polygone agricole. Je vois que, par exemple, la couverture est bonne, donc formation herbacée. Je dirais que la couverture est bonne, donc pas besoin de remettre la couverture initiale. Donc on remplit que l'information que l'on souhaite apporter. Et par la suite, je peux ajouter un commentaire pour dire qu'il s'agit d'un test. Donc je clique sur OK. Enfin, donc dans ce cas-là, il s'agit d'un test, mais l'objectif est d'accompagner son signalement avec une petite enfin, une définition et explication du signalement. Alors, lors de cette boucle de correction, malheureusement, les signalements sur la géométrie ne seront pas traités. Donc, on ne demande que les signalements sur la sémantique, donc que les informations concernant la couverture et l'usage du sol. Puis dans le cas où vous rencontrez des erreurs manifestes sur, par exemple, des grands polygones qui ne sont pas découpés ou autres, dans ce cas-là, je vous propose de m'envoyer cette emprise ou tout simplement ces polygones au format shape par email pour que je puisse les transmettre de manière indépendante de la boucle de correction. Donc, après avoir rempli les informations, donc, vous remarquez que j'ai un petit point vert ici qui s'affiche, qui s'est ajouté à la carte, sauf que pour l'instant, il n'est pas encore enregistré dans la base. Donc, chose à ne pas oublier, c'est d'enregistrer le point pour qu'il puisse être pris en compte lors de la phase de contrôle. Pour l'instant, donc je viens d'avoir cette fenêtre qui m'indique que le point est bien enregistré, la transaction est appliquée avec succès et que le point est bien créé dans la base. Par la suite, donc si je dézoome, je vais pouvoir le repérer et, par exemple, me renseigner sur des informations qui sont affichées dedans. Donc là, je remarque que l'usage qui était renseigné était l'usage agricole. Je peux tout de même modifier mon point en sélectionnant
pardon, en sélectionnant d'abord ce point-là, et puis en ouvrant la table attributaire, et en activant le mode édition. Voilà. Donc là, tout simplement, je peux changer d'information, par exemple, si je me rends compte que l'information n'était pas bonne. Vous pouvez de votre côté également de faire des tests pour que l'on puisse vérifier que ça marche bien de votre côté. Et sachant que normalement, en actualisant la base de données, vous aurez également la possibilité de visualiser les nouveaux signalements qui sont saisis. Donc là, je vois un autre point ici. Je ne sais pas si il concerne. Ouais, donc on est sur. Yanis, il y a une Oui, question oui, dans le chat. Est-ce que des rectifications géométriques pourront être réalisées suite aux oui. remontées? Ouais, il me semble avoir répondu justement en disant que les signalements sur la géométrie ne sont pas pris en compte Mm. lors de cette boucle de correction, sauf que dans le cas où un utilisateur identifie une erreur manifeste en termes de géométrie, par exemple un découpage sur un grand polygone qui était enfin, qui n'a pas été fait, qui était censé être fait, dans ce cas-là, je propose de m'envoyer L'emprise, oui, ça marche bien. cette emprise enfin, par mail, comme ça je le transmettrai à l'équipe de production. Ok, Super. donc il y a une autre question donc, de Jean-François qui disait qu'il avait raté le début. Est-ce que je peux rappeler quelles vont être les dates pour les remontées? Donc pour l'instant, dans le calendrier, j'ai l'arrivée des données qui est prévue pour le 4 janvier. Donc à partir de cette date, dès qu'on a les données, on vous enverra donc par lien, donc par mail, les données via un lien de téléchargement, ainsi que la date butoir et d'autres éléments qui vous permettront enfin, sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour saisir les signalements. Ok, super. Donc là, je vois un autre point qui a été saisi. Alors là, il me semble que, ouais, en fait, pour les items là, c'est juste une question enfin, d'objets ou de classes ou de lignes, tout simplement. En gros, si je souhaite les masquer, en fait, il va enfin, en gros, il va les désélectionner ou les masquer de la carte, ce qui fait que j'aurai la possibilité de sélectionner, par exemple, qu'un seul type de couverture ou d'usage pour l'afficher sur la carte. Donc, il s'agit bien de ces différentes classes d'usage du sol. Excuse-moi, je Oui. me suis mal exprimée. Je parlais effectivement Ah oui, de pardon. la Ok, classe sans usage. d'accord. Mais Ouais, merci de c'était de la ma faute, pardon. précision, ça peut Ouais, toujours être utile. ouais. Puisqu'on a Parce en que fait j'avais on a pensé, ouais. l'usage inconnu et Oui, US 6.3, là, c'est sans oui, usage. oui, Est-ce oui, que tout à fait. c'est parce que c'est non connu aussi ou c'est Alors, une ouais, il y classe a une en tant que différence telle? entre l'inconnu et le sans usage. Généralement, l'usage inconnu est très très rare dans la donnée finale. Sauf que pour la classe sans usage, ça va être vraiment une classe enfin, qui va être attribuée aux zones au sein desquelles on n'a pas identifié d'usage particulier appartenant à toutes les classes précédentes. Par exemple, sur une zone naturelle où on n'a pas identifié d'usage sylvicole, voire aucun autre usage qui pourrait appartenir, par exemple, à un parc public, enfin, qui pourrait être classé en tant que usage tertiaire, voire un jardin avec un usage résidentiel, etc. Si aucun des précédents usages n'a été identifié, dans ce cas-là, on gardera euh, la- l'appellation sans usage pour indiquer que cette zone a l'air plutôt naturelle, qui n'a pas d'usage particulier. Voilà. Donc, cette classe apparaîtra le plus souvent dans les zones dites naturelles, avec par exemple
peut-être des cours d'eau, voire voilà, des cours d'eau qui n'ont pas d'usage particulier, par exemple de transport fluvial ou autre, mais qui pourraient être quand même classés comme sans usage. Alors pour les dates butoirs, j'estimerais cette date vers la fin janvier. Donc à la fin janvier, enfin, vous aurez probablement, si par exemple la donnée est livrée, alors je vérifie, juste pour que je sois sûr. Alors pour l'instant, j'ai une date au 9 janvier. Donc la livraison est prévue le 9 janvier. Alors si je commence du 9, tac. Donc ouais, au 31 minimum jusqu'au 31 janvier, avec une possibilité de rallonger d'une semaine, donc probablement donc entre le 31 et le 7 février. Voilà. J'ai une autre question par rapport au cours d'eau. Oui. Est-ce que le traitement, il s'est fait comme pour le réseau routier avec un seuil de largeur Oui, tout voilà. à fait. Donc, du coup, on ne tient pas compte du fait que certains cours d'eau ne sont pas Oui. sur la couche couverture identifiée comme surface d'eau. Tout à fait. Donc D'accord. il pourrait y avoir certaines zones recouvertes traversées par des cours d'eau, mais que dans l'OCGE ne sont pas cartographiées ou représentées du fait de leur seuil qui n'est pas atteint en termes de largeur. Et pour aller plus en détail, peut-être pour avoir une idée, je vais vous montrer le descriptif de contenu pour confirmer cette information. Je vous recommande aussi de regarder dans le descriptif. Donc en allant, par exemple, dans le descriptif de contenu de l'OCGE, en allant dans les différentes classes de couverture du sol ici. Alors là, ouais, donc pour la partie surface d'eau, donc vous aurez ici, par exemple, l'unité minimum d'intérêt qui est de 2500, c'est-à-dire pour l'ensemble du polygone de 2500 mètres carrés en dehors de la zone construite. Et puis, donc là, on va être à 5 mètres. Voilà. Donc les cours d'eau qui ont une largeur inférieure à 5 mètres, ils ne vont pas être cartographiés. Et puis, si vous voulez vérifier les seuils minimums pour d'autres classes de couverture, par exemple, vous pouvez vérifier cela dans le descriptif de contenu. Donc, si vous avez un doute, par exemple, sur le classement d'une zone avec une telle ou telle classe de couverture, voire d'usage, n'hésitez pas à vous renseigner dans le descriptif de contenu qui pourrait vous apporter des informations nécessaires. Voilà. Et puis, par exemple, pour la production tertiaire, on peut remarquer que globalement, les classes qui sont représentées, alors je vais peut-être zoomer un peu. Généralement, les classes qui sont représentées, ouais, donc peuvent appartenir donc à du commerce, à de la restauration, les hôtels, les villages de vacances, les campings. Par exemple, les campings vont appartenir à cette classe de production tertiaire, les jardins botaniques, zoologiques, etc. Donc, toutes ces zones qui connaissent ces activités vont appartenir à la classe production tertiaire. Et merci pour le lien. Voilà. Donc n'hésitez pas à saisir des points tests de votre côté aussi pour que l'on puisse vérifier que ça marche bien. Pour l'instant, là, je vois qu'il y a quelques points.
Alors, je peux, par exemple, visualiser l'information qui est renseignée dans la base. Voilà, donc c'était également agriculture. Donc, ce que je peux faire également, c'est de saisir un autre point, par exemple, sur une zone, sur une autre zone. Alors, les signalements seront, dans un premier temps, traités par un traitement automatique, c'est-à-dire il va y avoir une vérification automatique qui vérifiera que, par exemple, que le signalement est unique au sein du polygone. C'est pour cela que l'on vous recommande de mettre uniquement un point par polygone. Dans le cas où on a plus d'un point dans un polygone, donc, qui pourrait poser une difficulté pour savoir lequel est le bon. Donc dans ce cas-là, il y a de fortes chances qu'il soit éliminé. Par la suite, pour les points qui ne contiennent pas d'informations sur la couverture ou l'usage, ça peut être des erreurs ou des oublis, mais automatiquement, ces points seront éliminés. Et certains... Alors, je vérifie. Ensuite, il y a d'autres traitements automatiques qui sont faits, mais surtout, surtout à la fin, donc, la principale phase de contrôle consiste à vérifier les points vraiment manuellement, avec des vérifications visuelles pour voir à ce que le signalement correspond à peu près à ce que l'on peut distinguer sur l'image et en se basant sur d'autres données. Puis ce signalement va être validé ou refusé par le faute interprète de l'IGN. Donc dans le cas où, à la fin donc, du processus, il y aura une sélection donc, qui est des signalements jugés cohérents qui vont être intégrés dans la dernière version corrigée. Alors, je vais faire un deuxième signalement et je vous recommande toujours, je vous propose de faire des tests de votre côté pour vérifier que ça marche bien. Et dans le cas où ça ne marche pas, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis donc par la suite, là par exemple, je vais mettre sur... Ouais, par exemple, parmi les signalements qui seront automatiquement éliminés seront par exemple les signalements avec les mêmes informations sur la couverture, ce qui peut arriver aussi, mais très rarement. Donc le fait de mettre la même information que sur que celle initialement renseignée sur le polygone en question va être automatiquement éliminé, et ainsi de suite. Donc là, si je souhaite, par exemple, mettre juste en test, j'enregistre, et donc là, j'ai un nouveau point qui se crée sur la carte. Et donc là, j'ai une nouvelle fenêtre, enfin une fenêtre qui m'indique que la transaction est appliquée avec succès. Je peux dézoomer un peu pour... Je peux actualiser également pour voir s'il y a d'autres points. Donc là, j'ai quelques points ici. Voilà. Voilà, donc pour l'instant, de mon côté, je pense que je vais faire un peu le tour. Je vais vous faire juste un petit récap pour vérifier, enfin pour vous donner une idée sur les signalements qui ont été reçus. Donc, globalement, donc les recommandations sur cette phase de correction ont concerné
dans un premier temps, comment dire, les règles de base pour permettre ou plutôt aux contrôleurs de pouvoir corriger ou contrôler plus efficacement les signalements qui sont reçus. La première chose, c'est de mettre un point par polygone. Et l'autre chose aussi est de veiller à renseigner ou à signaler les polygones avec une certaine cohérence, notamment en prenant en compte la cohérence sur l'usage du sol. Je prends l'exemple de ce fleuve qui peut être découpé par le passage d'un pont. On va remarquer que si le signalement qui est renseigné sur ce polygone concerne un changement d'usage, il serait dans ce cas recommandé d'ajouter, enfin, plutôt de signaler la continuité de ce fleuve avec le même usage pour que l'usage soit cohérent sur la donnée. Par la suite, donc, parmi les erreurs à éviter lors de cette boucle de correction serait sur donc, les deux points qui pourraient être saisis, enfin, à partir de deux points qui pourraient être saisis au sein d'un même polygone, que ce soit par un ou plusieurs utilisateurs. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'actualiser la base pour voir ce qu'on travaille vraiment sur un même polygone ou plutôt une même zone, mais généralement, c'est quelque chose qui arrive très rarement. Mais voilà, le fait d'avoir plus d'un point sur un polygone risque de faire éliminer l'ensemble des points sur le polygone. Par la suite, il serait intéressant aussi de renseigner les signalements en prenant en compte les seuils de saisie de l'OCGE, notamment, par exemple, sur cet exemple-là, où on peut remarquer qu'il peut s'agir euh, d'un bâtiment ou d'une zone qui est inférieure à 500 mètres carrés, par exemple, ou 200 s'il s'agit d'un bâtiment, et qu'à la fin a été renseigné. Donc, c'est plus un signalement qui a été fait sur la géométrie. Et dans ce cas-là, il ne va pas être pris en compte car le contrôleur va considérer ce signalement comme étant sur la sémantique, alors que l'information qui va être renseignée doit correspondre à la couverture dominante de la zone. Autre chose importante aussi, notamment sur les zones agricoles, qui peuvent avoir des surfaces très très importantes, car en fait, dans l'OCGE, il y a une règle qui fusionne les polygones qui ont un même usage et une même couverture. C'est-à-dire, pour tout polygone adjacent qui ont la même couverture du sol et le même usage, ils doivent être fusionnés. Donc, ce qui fait apparaître de grandes surfaces agricoles, bien que les parcelles peuvent être distinctes. Et donc, généralement, lorsqu'on ajoute un point, par exemple, sur une petite zone en bordure, par exemple, d'un jardin résidentiel, il se peut que le point qui est saisi sur cette parcelle, pour dire que, par exemple, cette partie-là peut être résidentielle, dans ce cas-là, cette information pourrait être rapatriée sur l'ensemble de la zone, ce qui peut faire apparaître une erreur de l'indolé. Autre chose pour les routes, notamment sachant que le réseau routier va avoir tendance à être à fusionner et que parfois, en ayant la même couverture du sol, donc pour ce qui est zone non bâtie, près par exemple d'une zone industrielle ou tout simplement un parc commercial, le fait que ce parking-là ait fusionné la route, donc qui fait ce qui peut arriver parfois sur des zones proches de la route, le fait de signaler par exemple cette zone ou ce parking comme ayant par exemple un usage tertiaire, cette information peut apparaître, peut être rapatriée sur l'ensemble du réseau routier avoisinant. Donc, ce qui peut faire figurer une erreur de la donnée
alors que dans ce cas-là, on recommande de garder l'usage routier pour ces zones-là qui sont homogènes. Donc en ce qui concerne l'homogénéité des signalements, on peut remarquer que parfois il peut y avoir des erreurs en termes de classement d'usage du sol. Par exemple, sur un bâtiment qui devrait être classé par exemple, en usage résidentiel. Et il faudra bien également ajouter ou plutôt signaler cette zone par exemple, signaler le jardin appartenant à ce bâtiment avec le même usage, si ça peut être le cas pour les zones résidentielles, afin de garder une cohérence dans la représentation des objets dans l'OCLGE. Globalement, donc on va remarquer que pour la couverture du sol, on va avoir beaucoup de signalements sur les zones résidentielles, tertiaires et secondaires. Par la suite, sur certaines zones, donc il y avait des signalements sur les usages sylvicoles, mais globalement, on va voir, en fonction des territoires bien sûr et des classes qui sont surreprésentées dans ces territoires, on va on va avoir une idée générale sur la récurrence de ces classes, notamment euh, entre la confusion des zones agricoles et résidentielles, par exemple sur certains jardins, mais sauf que dans le cas où euh, ces informations sont remontées en respectant bien sûr les recommandations listées, toutes ces informations vont être contrôlées puis prises en compte dans une version stabilisée. Donc généralement là, ce sont peut-être une dizaine de départements qui ont qui ont participé à la boucle de correction au début de la production. Et puis, on va remarquer également pour la partie couverture du sol que souvent dans le CGE, il peut y avoir des confusions entre les matériaux minéraux et les sols nus. Mais ça reste une part faible par rapport à l'ensemble des signalements qui sont reçus lors de la boucle de correction. Voilà. Alors, il me semble qu'il y a une autre question. Est-ce que suite à la livraison des données de 2018, des corrections pourront être apportées sur le millésime 2021 pour assurer une continuité d'affectation? Alors, lors de la seconde boucle de correction, donc ce qui va être livré, ce sera la donnée 2018 avec une couche supplémentaire correspondant aux zones de changement. Ces zones de changement représentent l'ensemble des surfaces qui avaient évolué entre-temps, donc entre 2018 et 2021. Et lors de la boucle de correction, donc on proposera de signaler uniquement les zones qui se trouvent soit à l'intérieur, soit à proximité immédiate de ces surfaces ou zones de changement. Par la suite, les informations qui sont renseignées dans ces zones de changement, donc qui vont être intégrées dans la version de l'OCLGE 2018, vont faire l'objet d'une mise à niveau sur le millésime 2021. C'est-à-dire, il y aura une vérification qui sera faite par les équipes de l'IGN pour vérifier qu'il y a une cohérence dans la donnée et dans les informations affichées. Sauf que la donnée en elle-même ne va pas être, ne va pas être mise à disposition lors de la boucle de correction, mais il y aura plus, donc une vérification qui va se faire par la suite de la part des équipes de l'hygiène.
Alors pour moi, je pense que pour l'instant, j'ai fait le tour sur les principales recommandations pour cette boucle de correction. Je sais pas si vous avez d'autres questions sur le sujet. Oui, donc je vous enverrai la présentation, l'ensemble de ces documents par mail. Et puis, ouais, donc pour l'autre question, est-ce qu'une maintenance corrective est prévue une fois la livraison des 2 millésimes? Pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations que ça, mais globalement, pour ces 2 millésimes, donc qui vont être produits d'ici l'année prochaine, donc on aura uniquement ces 2 phases de contrôle qui seront dédiées à la correction et du coup, à la correction des 2 millésimes. Par contre, pour la suite des productions, pour l'instant, l'information que j'ai, c'est que il y aura un moyen de signaler les erreurs via l'espace collaboratif lors des prochaines mises à jour des données. Donc, on suppose tous les 3 ans. Sauf qu'aujourd'hui, à mon niveau, j'ai pas encore d'informations claires là-dessus, mais c'est quelque chose qui est prévu pour les prochaines mises à jour. Sauf que pour les millésimes qui sont déjà produits, donc concernant les 2018 et 2021, je n'ai pas exactement trop de détails là-dessus, mais il se peut que les prochains millésimes puissent apporter, enfin, de la même manière qu'entre le 2018 et 2021, c'est-à-dire une mise à niveau sur certains millésimes pour qu'il y ait, dans le cas où il y a des erreurs qui ont été constatées, de faire une mise à niveau pour garder la cohérence entre les millésimes au CEGE. Et puis il y a une autre question sur les classes de la V2 et la même que celle de la V1 sur CSUS. Ouais, donc les UMC sont pareils partout. La seule chose qui va évoluer, c'est la qualité ou plutôt la fiabilité des informations. Et puis, comme on a pu le remarquer sur cette donnée automatique, c'est que sur certaines zones, il pourrait manquer des informations, alors que dans la donnée finale, euh, tous les polygones doivent être renseignés en termes de couverture et d'usage. Donc, euh, les polygones enfin, dans le CGE, au final, on n'est pas censé avoir par exemple, de valeur nulle ou tout simplement absente dans aucun des polygones de l'OCGE. Donc, dans tout le territoire, on aura au moins une information sur la couverture et l'usage. Alors oui, pour la classe de 3.5, donc dans l'OCGE, ce qui va être représenté généralement, enfin ce qui va être privilégié, c'est les classes 2, 3 et 5 séparées. C'est-à-dire sur une zone, par exemple bâtie, enfin sur les zones bâties, généralement ce qui va être affiché, c'est les zones, enfin, c'est plutôt l'usage, ce qui va être représenté, c'est l'usage dominant, que ce soit en résidentiel ou tertiaire, secondaire, sauf pour certaines zones au sein desquelles on a jugé que les usages sont représentés enfin, un peu de manière un peu euh, équivalente ou qu'il n'y a pas forcément une dominance dans l'usage. Dans ce cas-là, on gardera toujours la possibilité d'afficher un usage mixte au 2, 3, 5. Mais dans le cas où, par exemple, l'information, enfin, lors de la boucle de correction, si vous constatez que sur, par exemple, un bâtiment où vous aurez, par exemple, uniquement un usage résidentiel qui est affiché, alors que vous constatez que au sein de ce bâtiment, il y a beaucoup de commerces, etc. Dans ce cas-là, vous pourrez dire que ce bâtiment a plus l'air d'être
un usage à bâtiment mixte, donc on pouvait ajouter, par exemple, un signalement pour dire que 2 usages sont représentatifs sur ce bâtiment. Voilà. J'espère avoir été clair. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais en tout cas, d'ici là, n'hésitez pas peut-être, même lors de la boucle de correction à revenir vers moi, dans le cas où vous avez des questions particulières et puis, dès que les données sont, à nos dispositions, donc on vous préparera un mail de lancement avec l'ensemble des éléments nécessaires, en vous indiquant bien sûr, en vous précisant la date, butoir de la boucle de correction. Si pas d'autres questions, il ne me reste qu'à vous remercier de votre présence et de votre, intérêt de participer à cette boucle de correction. Je vous souhaite une très bonne journée et puis, de très bonnes, vacances de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Merci.